Bonsoir. Le chiffre a fait tomber des nœuds plus d'un. Les infractions routières liées à l'excès de vitesse ont augmenté en une année de 407,15%. De 9 304 en octobre 2018, elles sont passées à 47 187 infractions en octobre 2019. C'est à croire qu'un matin, les automobilistes marocains se sont réveillés avec la folle envie d'en découdre avec la route et de rouler à tombeau ouvert. La Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, qui rapporte ces chiffres, en donne d'autres tout aussi causes de drames familiaux et humains. En Amérique latine, c'est le Polisario qui s'est réveillé orphelin d'un de ses soutiens les plus indéfectibles. C'est dire qu'on ne va pas le pleurer. Evo Morales, c'est de lui qu'il s'agit. Président de la Bolivie depuis 2006, hué par la rue et lâché par ses troupes, a fui son pays pour se réfugier au Mexique. Il promet de revenir, on verra. Pas très loin de chez nous, en Algérie, ignorant la rue, qui les conteste toujours. Les généraux algériens s'en tiennent à leur agenda d'une présidentielle pour le 12 décembre prochain. Les autorités électorales ont retenu 5 candidats, tous issus du sérail du clan Bouteflika qu'incarne aujourd'hui le général Gaïd Saleh. 5 candidats, apparemment, à moins d'une surprise, 3 lièvres et 2 coureurs de fond, Ali Benflis et Abdelmjid Tebboune. On a envie de dire 5 candidats et après. Pour répondre, Jamal Hattabi, professeur de sciences politiques à la faculté de droit de Mohammedia, Hassan Alaoui, directeur du mensuel Maroc diplomatique, et Hassan Saoud, expert en stratégie et sécurité. Hassan Saoud, je vais commencer par vous. Les chiffres de la DGSN, ils n'incluent pas ceux de la gendarmerie. C'est précisément ça, c'est des statistiques en milieu urbain. Donc qui n'incluent pas toutes les infractions, ce qu'on appelle en rase campagne. Mais je pense que ça ne diffère pas sur le plan Mais on peut supposer qu'on peut multiplier ce chiffre par 2, par 3. Je vais vous dire, normalement, ces infractions-là en ville, là, je pense qu'elles sont assez nombreuses, mais c'est sensiblement les mêmes. Ce que vous avez fait constater est juste. Ça veut dire quoi, cette augmentation, par exemple, de l'excès de vitesse? Ça veut dire que le comportement incivique des conducteurs est là. Ça veut dire qu'on continue à défier la loi en milieu urbain. Ça veut dire qu'il y a des comportements inciviques et inadéquats. Mais ça veut dire aussi, il faut rendre à César ce qui lui appartient, qu'il y a une offensive des services de contrôle et de sécurité routière dans le cadre de cet agenda de diminution des accidents qui font un quadrillage assez rationnel, qui vont à la recherche des infractions. C'est-à-dire que c'est les contrôles qui ont augmenté? Pardon? Ce sont les contrôles qui ont augmenté? Je pense que c'est les contrôles, la périodicité et les moments de trafic qui ont changé. Donc c'est une stratégie rationnelle, adéquate, et elle permet évidemment de relever certains comportements. Et vous avez les statistiques qui sont devant vous montrent quelles sont ces infractions. On va essayer de les donner rapidement. Alors donc on a excès de vitesse 21,5%, plus donc 407, on l'a dit. Alors les infractions qui suivent après l'excès de vitesse, qui est la première cause des infractions, on a le non-port du casque par un comportement à très grand risque qui a augmenté, enfin la constatation qui a augmenté de 8,31%, l'usage du téléphone au volant 3,83%, le non-respect de feu rouge 3,7%, le non-port de ceinture de sécurité 3,17%, le non-respect de stop 2,87% et le non-respect priorité à droite 2,02%. Viennent ensuite, enfin à la fin, circulation en sens interdit 1,3%. Vous avez là exactement le type d'infraction génératrice d'accidents. Mais dont le dénominateur commun est évidemment l'excès de vitesse. Là, il faut le noter, aussi bien en race campagne que dans les milieux urbains, l'excès de vitesse est un dénominateur commun
et évidemment Alors, une question anecdotique. Cette envie des Marocains de rouler très vite alors qu'ils n'arrivent pas à l'heure, ça vient d'où? Ça vient de l'incivisme et ça vient de toute une éducation à la sécurité routière qui est importante. Je retiendrai l'incivisme et du non-respect de la signalisation, mais j'aimerais auparavant savoir, c'est Hassan, l'augmentation des constats, c'est dû peut-être aussi à l'installation d'un vaste réseau d'automation. Tout à fait, tout à fait. En fait, nous sommes en train de vivre un tournant et j'espère que ça continuera. Le traitement des incivilités au code de la route n'est pas quelque chose de nouveau. Donc les 147 000, je crois, ils ont toujours été là. Seulement, on n'arrivait pas du tout à les contrôler. Je crois que les autorités ont pris à bras-le-corps la question de la délinquance routière, pour ne pas dire autre chose, parce qu'il s'agit d'infractions et parfois de délits. Et renforcé par la nouvelle technologie, l'installation de nouveaux radars, la formation aussi des policiers, la périodicité, comme ça vient d'être dit tout à l'heure. Donc, je crois qu'on est en train de se rendre compte qu'il s'agit d'un problème sérieux, il s'agit de quelque chose qui porte atteinte à l'image de notre pays, le fait de mal rouler, ou le fait de vivre de rouler dans une route qui n'est pas sécurisée, porte atteinte à l'image du pays, et ça a été pris en considération. Ce qui est fait aujourd'hui, comme je viens de le dire, représente une nouvelle attitude, donc une nouvelle de traitement de ce phénomène-là. Je crois que c'est un tournant. Est-ce que ça va continuer ou pas? Cela dépendra de ce qui va se faire. Et en même temps, l'automation permet Hassan Alaoui de ne plus donner du champ aux arrangements. C'est-à-dire que l'automation, il y a le constat, il tombe automatiquement dans un département précis, il est marqué, il est noté et régi par la loi aussi. Régi par la loi, et il est suivi, parce qu'on constate également que les avis d'infraction et les avis d'aller payer ces infractions sous peine de se retrouver au tribunal a également augmenté. Alors, moi je voudrais souligner 3 points, si vous permettez. Premièrement, l'évolution que nous sommes en train de décortiquer, d'analyser, elle est liée au phénomène de l'automobile. L'automobile, vous le savez que c'est une énorme industrie, c'est parmi les toutes premières dans notre pays. Et donc, autant, si vous voulez, il y a ce paramètre des consommateurs de l'automobile, des gens, des usagers qui s'équipent et qui achètent des voitures, autant évidemment, il y a le risque en parallèle, c'est-à-dire en fait inhérent, qui est effectivement lié, qui est un phénomène, je veux dire, qui nous explique un petit peu la fréquence des accidents et je veux dire le non-usage, pardonnez-moi, si vous voulez, du civisme, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Alors il se trouve que moi je me rappelle d'une phrase que un certain grand monsieur qui s'appelle Mohamed Mjid, qui s'occupait aussi de la circulation, en particulier avec l'association Amir, association marocaine des usagers de la route. Et puis il me disait, personnellement, il me disait c'est incroyable parce que les accidents de la route au Maroc, c'est comme une guerre civile, c'est-à-dire c'est une guerre marocaine. Une guerre quotidienne. Et tant qu'on n'aura pas inclus, je veux dire intégré, si vous voulez, le civisme autoroutier ou le civisme automobile dans, si vous voulez, la formation et les permis de conduire et tout, on n'arrivera à rien finalement. Ceci dit, je souligne quand même que depuis 3 ans, en particulier, moi je constate qu'il y a quand même une fermeté, j'allais dire une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'en fait, la direction générale de la police veille, la gendarmerie également, veille à ce qu'effectivement il y ait ce qu'on appelle une éthique de conduite, notamment par l'introduction de technologies nouvelles, par aussi, je signale, le comportement des policiers, n'est-ce pas, qui a complètement, il est différent aujourd'hui.
parce qu'il a beaucoup d'entre-gens, beaucoup de courtoisie à la limite et tout. Et c'est fini l'histoire dont on s'affublait autrefois, que le policier, si vous voulez, l'image du policier est méchante ou quelque chose comme ça, il est vilain, il est... C'est fini. Aujourd'hui, vous avez un policier qui est vraiment... qui vous arrête. Il vous arrête, il vous donne même la leçon, si vous voulez, la pédagogie. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Donc il faut absolument se garder, si vous voulez, des approximations concernant cette histoire. Hassan Saoud, tout à l'heure on parlait d'incivisme. Quand on parle d'incivisme, souvent on pense à l'éducation. Est-ce que c'est seulement une question d'éducation? Est-ce que des amendes plus lourdes, une verbalisation stricte ne serait pas plus efficace en définitive? Je dirais les deux, mon colonel. C'est vous, mon colonel. Donc, il faut allier les deux. Mais la sensibilisation, d'ailleurs, avant de faire une campagne, l'État fait une campagne de sensibilisation en amont. Et ça, c'est une affaire pédagogique très importante. Je reviens sur une simple digression. Verbaliser beaucoup de contrevenants, c'est une excellente chose. Quel en est le but? C'est la diminution des accidents. Si ces statistiques-là ne se reflètent pas sur une diminution, ni la police ni la gendarmerie n'ont pas atteint l'objectif atteint. Il faut le souligner. Il faut que ces mesures aident à la diminution. Comment ils vont le faire? Comment ils vont aider? En étant présent sur les terrains. C'est-à-dire que la verbalisation, comment il peut avoir, s'il est très forte, comment elle va impacter? Mais évidemment, les gens vont faire plus attention. Parce qu'ils sont éduqués ou parce qu'ils risquent de payer des amendes, effectivement. Je vous dirais les deux. Quand on touche la poche. Pour moi, exactement l'incivisme est un incivisme tant qu'il n'y a pas d'accident. Quand il y a un accident, ça devient un délit. Ça devient un délit. Voilà. Si jamais. En fait, la route est un espace public. Et cet espace public doit être partagé en harmonie et pacifié. Et pour cela, il y a deux choses. Il y a la prévention, mais il y a aussi la répression. La prévention, c'est à travers une formation, à travers une politique publique globale qui intègre les différents intervenants dans cet espace, dans la gestion de cet espace. Et puis il y a la répression, il y a un arsenal juridique, il y a un code de la route qu'il faudra respecter. Et aujourd'hui, nous avons un code de la route qui est extraordinaire, mais il n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que justement, pour le moment, il n'y a pas d'effectivité de la loi, n'est pas respectée, il y a le laisser-aller. Et il faut... n'est pas respecté ou il n'est pas appliqué? Il n'est pas respecté parce qu'il n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué, il faut des gens, il faut des moyens humains, il faut une présence visible, il faut qu'il y ait des agents partout, mais il faut mettre les moyens. On va en déduire que par cette augmentation du taux de verbalisation qui a été relevé par la DGSN est un début de cette application stricte de la loi. Hassan, pour qu'on passe par la suite, l'incidence. On parlait tout à l'heure hors plateau d'un objectif 2020. Si on peut conclure avec ça rapidement. Oui, nous sommes dans l'objectif de développement durable qui a été inscrit par l'Organisation des Nations Unies. Il a inscrit la sécurité routière dans le monde comme un objectif de développement durable. Et le Maroc s'y est inscrit et il travaille pour. Je veux parler un peu d'incivisme par une anecdote de chez nous. C'est un conducteur de voiture qui grille le feu rouge. Le policier l'arrête, il lui dit « Est-ce que vous n'avez pas vu le feu rouge ?» Il a dit « Si, je l'ai vu, mais vous, je ne vous l'ai pas vu. » Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc c'est l'application stricte de la loi, c'est un policier dans chaque rond-point, un policier derrière chaque voiture. C'est pas possible. Pas tout à fait. Sans le policier. Un policier est là. Parce qu'en Europe, certains pays, on n'a même pas besoin de policiers. On ne les voit pas. Aujourd'hui, il faut éduquer les citoyens pour qu'eux-mêmes se fassent, si vous voulez, l'application de la loi eux-mêmes, en se respectant. Il y a une réciprocité, si vous voulez, entre les conducteurs, un regard et tout ça. Une pédagogie qu'il faut absolument mettre en œuvre. Et je crois que c'est un bon début aujourd'hui que la DGSN mobilise.
Le nombre de décès à cause des accidents de la circulation, cette guerre civile, combien? C'est une guerre civile, on est à 3488 en On est classé 2018. comment à l'échelle internationale? Très mal. Ouais, on n'est pas Parmi bien les- classé. Bon, nos voisins sont encore, c'est pire chez eux. On a plus de morts que Mais chez nous, On a plus de morts qu'en France. En France, avec un parc automobile 10 fois plus. grand, avec un axe routier, oui, mais également plus Voilà. peur. Bon, donc Et on va retenir que nous sommes au début d'une application stricte de la loi, une extension de la verbalisation, de manière à ce que la toile de la sécurité puisse se retrouver, même de manière automate, c'est-à-dire à travers les robots, à travers les radars, automatiques. pour inciter les citoyens. Donc, éducation, mais également application sévère et stricte de la loi, rien que de la Moi, loi. je voudrais juste rajouter quelque chose. En fait, vous avez parlé tout à l'heure de la présence des agents partout. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'un agent soit là, à l'intérieur, à l'intérieur, et qu'on ait cette éducation qui nous interdit ce genre de comportements, qui sont des comportements presque criminels, parce que quand on est dans un véhicule, on porte une arme, on peut tuer des gens. Et là, je voudrais aussi rajouter quelque chose par rapport aux statistiques qui sont affichées ici. Je ne vois pas de verbalisation concernant les piétons. Concernant les passages piétons, on se rappelle tous l'épisode où quand il a été question de 28% des morts, les piétons, ça a créé 28% des morts sont des piétons. Donc là, il faut intervenir sur l'automobiliste, mais il faut intervenir aussi sur le piéton. Mais souvent, l'automobiliste et le piéton sont la même et seule personne. C'est ça ce qui est dramatique. C'est-à-dire qu'on va avoir la même personne qui a un comportement quand il est piéton et il va gueuler derrière. Cher Kamel, le piéton doit être respecté, même s'il est en faute. Il ne faut pas ajouter et là, un appel à ceux qui sont en charge de la sécurité routière. Il y a un an, on avait entamé une très bonne initiative, c'est celle du respect, que ce soit pour les automobilistes ou pour les piétons, pour les passages piétons. Il faut revenir dessus. Il faut remettre... Pour l'instant, on va prendre acte qu'il y a une volonté de verbaliser et d'appliquer la loi. C'est-à-dire, l'éducation est une autre affaire, il est l'affaire des parents, il est l'affaire de l'école, il est l'affaire de toute la société. Absolument. Bon. 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes. D'accord. Moi, je voudrais revenir à quelque chose, ce que j'appelle, n'est-ce pas, les accidents, j'allais dire, pacifiques et les accidents provoqués, par exemple, n'est-ce pas? Quand vous voyez un car qui part avec 90 personnes et qui voyage vers Taroudant ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de contrôle technique, il n'y a rien, puis tout d'un coup, le car est jeté dans un fossé. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire tout simplement, c'est un non-sens. Ça veut dire qu'en amont, il n'y a pas, si vous voulez, l'exigence de contrôle. C'est un autre volet. Et ça, c'est un autre volet, mais c'est criminel. Je reviens aux piétons. Les piétons ont une responsabilité beaucoup plus grave peut-être que... etc. Pourquoi? C'est-à-dire qu'au lieu de traverser les passages cloutés, des fois, ils traversent en biais. Voilà. Oui. Écoutez, donc je retiens toujours éducation, qui est celle de la société, de l'école et une approche globale. Une approche globale et l'application de la loi que la DGSN et la gendarmerie royale entament d'une nouvelle manière pour que justement on atteigne ce objectif de 2020. On passe à autre chose, très loin des accidents, mais un autre accident, mais celui-ci est politique, est arrivé à Evo Morales en Bolivie. Il a été contesté, il a été contesté par sa population. C'est un président de type populiste. C'était un soutien du Polisario. C'est une bonne chose. Moi, je me réjouis. Le procédé peut-être est peu élégant. C'est un coup d'État. Un coup d'État déguisé, mais il était attendu. Ce monsieur a beaucoup joué avec les institutions, à commencer par justement cette candidature qui ne devrait pas être
Deuxièmement, comment il a bidoué, comment il a joué avec les résultats des élections. Le non-respect des institutions a fait que les choses en sont là aujourd'hui. Je ne vais pas le pleurer, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis très heureux et j'espère en fait que cette vague emportera d'autres et nous en serons qu'heureux. Mais cela reflète aussi la fin d'une période, la fin d'une époque. C'est une époque qui est révolue où on peut faire ce qu'on veut des institutions. Ce monsieur a déjà essuyé un échec en 2016 en voulant à tout prix s'autoriser à candidater pour une troisième fois alors qu'il avait lui-même fixé les règles du jeu. Le peuple bolivien avait déjà dit non, mais il est passé outre à travers une fatwa qui prenait en considération ce qui se passe aux États-Unis. C'est pour ça que c'est un peu bizarre cette histoire-là, mais je crois que les peuples aujourd'hui sont mûrs, matures. Il y a des enjeux internationaux, c'est connu. Il y a des gens qui ont tiré les ficelles, mais le résultat est là. J'espère que sa situation était tellement fragile qu'il a suffi d'une interférence étrangère. Non, en fait, c'est un ensemble de maladresses. Ce monsieur aurait pu rester. Il aurait pu rester s'il avait accepté un deuxième tour. S'il avait accepté un deuxième tour, en fait, qu'est-ce qui a poussé les gens à sortir à la rue? C'est les résultats. Il n'a pas accepté les résultats, il a arrêté le décompte. Les gens ont flairé la fraude électorale. Il y a aujourd'hui des gens qui manifestent pour lui, tout de même. Oui, bien sûr. Ça, c'est des nostalgiques. Il faut revenir. Ils ne sont pas nombreux, ils étaient 3000. Voilà, c'est pas. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de nostalgie quand vous partez politiquement. Voilà un dirigeant atypique. Vous l'avez dit, il est sorti des tribus amérindiennes, des menus travaux, jusqu'à aller par le canal syndical à la députation. Mais c'est son mérite aussi. Oui. Ça ne lui enlève rien comme mérite, sauf que maintenant il a voulu faire un mandat de trop. Tous ceux qui ont voulu faire un mandat de trop ou deux mandats de trop se sont trouvés chassés par leurs citoyens. Écoutez, quand il demande au tribunal constitutionnel d'avaliser sa candidature de trop, eh bien, on l'a justifié par un droit humain. C'est un droit humain qu'il se représente, alors que constitutionnellement, il n'avait pas le droit. Je pense que, et puis ça a fait le bonheur de Trump, il ne faut pas le cacher. Oui. Et Trump espère cet effet dominant. Ça s'impacte sur le Venezuela et sur le reste. Exactement, cet effet dominant. Hassan Alaoui, j'ai une question précise. Voilà, on est en train de parler d'un coup d'État déguisé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand l'armée va à l'encontre de la rue, on dit que l'armée réprime la rue et n'écoute pas la volonté de la rue. Quand la rue proteste et que l'armée la suit, on dit que c'est un coup d'État déguisé. Alors, maintenant, est-ce qu'on parle de la théorie du coup d'État ou on parle de la réalité bolivienne? Est-ce qu'effectivement, on peut parler d'un coup d'État déguisé ou tout simplement, est-ce que l'armée bolivienne n'avait pas envie de tirer sur la population et a dit au président, au revoir et merci? Je vais appeler ça, donc, comme on dit en Amérique latine, c'est un pronunciamiento classique, c'est-à-dire une prise de pouvoir, entre guillemets, presque légale. Et bonapartiste, comme on dit, tout simplement, le pouvoir a été pris d'une manière légale, sans effusion de sang. Encore que lui, le même président, promet, en partant, et de son exil, promet de revenir. Oui, pour apaiser. Moi, je ne crois pas, en tout cas pas tout de suite. Parce que, comme a dit mon colonel, il y a aujourd'hui en Amérique latine toute une évolution. C'est-à-dire, pratiquement, c'est un paradigme qui change fondamentalement. Tous ces petits pouvoirs militaro-militaires, je commence par Chavez, ensuite Maduro, et aujourd'hui donc Morales, c'est la même chose, je veux dire, c'est le même chaînon qui s'écroule petit à petit. Et donc, il y a une volonté populaire parce que lui, il a même cédé
d'habitude, il ne pouvait pas le faire parce que c'est un arrogant. Mais il a cédé dernièrement pour accepter encore un système de réélection, parce qu'il a été mis en cause. Et donc, il a dit, devant la volonté du peuple, j'accepte encore d'organiser une autre réélection. Habitué qu'il est, bien sûr, au tripatouillage, à la falsification, et tout, il est allé jusqu'à accepter. Mais non. Mais aujourd'hui, c'est la nouveauté dans ces pays, c'est comme au Chili, c'est la volonté du peuple, c'est un mur qui surgit. Je retiens ce mot, c'est la volonté du peuple qui s'est exprimée en Bolivie. Voilà. On y reviendra peut-être 3 ou 4 minutes après la pause. À tout de suite. Rebonsoir. Je vous rappelle que nous sommes au débrief avec Hassan Saoud, expert en stratégie et en sécurité, avec Jamal Hatabi, professeur de sciences politiques à la faculté de droit de Mohammedia, Hassan Alaoui, directeur du mensuel Maroc diplomatique. On était juste avant la pause avec vous. Alors, cette chute de Morales, est-ce que d'abord, quel impact sur le Polisario? Est-ce que ça va également amenuiser et avoir des conséquences sur d'autres pays en Amérique latine? Et est-ce que ça ne va pas impacter ce qui se passe en Venezuela? Est-ce que ça ne va pas restimuler la contestation au Venezuela? Est-ce que ça ne va pas donner des idées à l'armée vénézuélienne? Oui, de toute façon, moi je dirais une chose, qu'il ne faut pas, s'en tenir simplement à cette situation en Bolivie et se réjouir, avec éclat du fait qu'il soit plus là. Que le Polisario ait perdu un soutien. Il ne comptait pas de toute façon. Ni la Bolivie, ni le Polisario, ni le Venezuela ne comptent à ce niveau-là. Le problème du Sahara, donc, c'est un problème des Nations Unies qui sont en train de le régler. Et le Maroc peut se réjouir tout simplement que si vous voulez... Non, mais ça a un impact de démoralisation sur... C'est un impact... Évidemment, mais je ne crois pas que ce soit direct. On se réjouit, mais ce ne soit pas direct. Le problème, c'est que tout simplement, aujourd'hui, les amis, entre guillemets, de la... Allez, on ne va pas bouder notre plaisir. Bien sûr qu'on ne boude pas notre plaisir, on se réjouit. Et de toute façon, la vice-présidente qui est montée là tout de suite pour le remplacer... Janine Agnès. Oui, je pense qu'elle a des dispositions positives par rapport à ce problème. Mais nous, on doit simplement compter les points, n'est-ce pas? Et évidemment, il y a une perte, très grave pour le Polisario qui, effectivement, perd, un allié de taille. Donc, l'évolution... Sur le Venezuela? Sur le Venezuela, il fait de la résilience, mais je crois qu'il va finir par tomber. Parce que là, c'est comme un jeu de pions. Vous comprenez? De domino. Et forcément, c'est des pays très proches. C'est un périmètre qui est en train de changer aussi, de paradigme, et que forcément la politique étrangère de ce pays va de nouveau changer. Un mot? Je partage tout à fait ce qu'a dit Hassan par rapport au fait que le Polisario se retrouve en difficulté, mais ça c'était prévisible. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des restes de l'ancien système de la bipolarité qui n'a plus aucune raison d'être aujourd'hui. Ceux qui arrivent verront avec beaucoup plus de réalisme. La position marocaine est une position qui est saine, qui est bonne, qui est défendable. Est-ce qu'il va y avoir un effet domino? Je suis un tout petit peu sceptique. Le Nicaragua, le Venezuela, chaque pays a ses spécificités. Et je crois que Maduro, même s'il est en difficulté, il est peut-être beaucoup plus malin que Morales. Et puis les circonstances ne sont pas les mêmes. L'autre, il est sorti des élections depuis un bon moment et il n'y a aucune... il a fait preuve d'une résistance. Là, les citoyens sont toujours dans la rue, mais c'est une mouvance internationale. Les citoyens sont dans la rue partout. De nouvelles valeurs. Si on regarde le bilan de Morales, au niveau de l'intérieur, il n'est pas mauvais, il n'est pas si mauvais que ça, que ce soit au niveau de la lutte contre la pauvreté, que ce soit au niveau de la répartition des richesses, que ce soit... Mais, c'est un président indigène, comme on dit. Mais il a passé son temps. Parce que là, vous allez nous le rendre sympathique. Il s'est mis lui-même
il s'est lui-même dans l'illégalité parce qu'il n'a pas respecté la règle de jeu qu'il avait mis lui-même. Et c'est ça qui a fait perdre, qui a fait, le respect de l'alternance. qui a fait pencher la balance de l'autre côté, parce que celui qui ne respecte pas sa parole n'est pas digne de confiance. De la Bolivie, du Venezuela, du Nicaragua à l'Algérie, il n'y a qu'un saut d'avion, même si c'est un long courrier. L'armée en Algérie s'en tient à ses candidats, à son élection, coûte que coûte. Oui. Comment vous imaginez ce 12 décembre? L'agenda, il est en train d'être exécuté comme l'a prescrit le général Gaïd Salah. Les élections en décembre, une commission électorale indépendante, entre guillemets, et 5 candidats sur les 21 qui ont été 5 ont été validés. Et la campagne commence. Alors, on va donner une idée sur les candidats qui sont en course aujourd'hui. On a un ancien Premier ministre, Ali Ben Fliss, 75 ans. Il a son mérite d'avoir résisté un peu à Bouteflika en se présentant contre lui en 2004, qu'il a fait une petite traversée de désert, mais sans rompre avec le sérail. Il a 75 ans. On a un autre enfant du Sérail, Abdelmajid Tebboune, qui a 74 ans, juste une année de moins, qui lui aussi a été Premier ministre, mais alors il a battu des records à l'envers avec 2 mois et 21 jours. On a Zdine Mihoubi, 60 ans, un ancien ministre, mais inconnu, ce n'est pas une figure de premier plan. On a Abdelkader Bengrina, pro-islamiste, il a 57 ans. Bon, peut-être aussi inconnu, et on a un jeune, Abdelaziz Belaïd, qui fait un peu figure atypique. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est une élection qui se passe à huis clos entre le pouvoir et le pouvoir, tandis que la rue va être ailleurs. Oui, ça me fait penser au général de Gaulle. Au moment de la crise de 68, on lui avait demandé qu'est-ce qu'on fait. Il a dit on reprend les mêmes et on recommence. Mais lui, ça a marché. Mais lui, ça a marché. Absolument, parce que c'est une démocratie quand même. Nous sommes là dans des anciens classiques de l'ancien système. Tous ces 4, du moins, je ne parle pas des outsiders, mais les 2 premiers anciens premiers ministres sont des gens qui ont servi un système, qui ont décidé au sein du système et par conséquent qui sont réfutés par le Hirak. Ils ont tous ce dénominateur commun dans la mesure où il y a une répulsion populaire et il y a évidemment la contestation du système qui organise un système électoral. C'est ça l'équation algérienne. On est contre le système, les gens donnés par le système et le système électoral qui les propulse. Mais on a tout de même l'impression que le pouvoir, appelons-le militaire, appelons-le des généraux, appelons-le l'institution, appelons-le comme on veut, il tient le coup, il est en train de procéder à des arrestations en masse, il envoie en prison des jeunes contestataires parce qu'ils ont brandi le drapeau kabyle. Il envoie d'autres parce que juste ils ont perturbé la campagne de l'un ou de l'autre. Moi, je crois en fait que l'armée est dans son rôle de pacificateur, de maintien de l'ordre. Donc il ne faut pas s'étonner à ce que l'armée tienne le cap. Mais il n'y a pas de désordre en Algérie. La stabilité de l'Algérie. Excusez-moi, je vous interromps. Vous dites qu'il est dans son rôle de maintien de l'ordre. Il n'y a pas de désordre en Algérie. Il y a des manifestants pacifiques. Civilisés. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre une classe politique isolée et je ne dirais pas un peuple, et la rue. La rue, aujourd'hui, manifeste pour un changement radical, pour une nouvelle constitution, pour un nouveau système, etc. etc. Et en face, nous avons une institution qui essaye de garder le pays debout. Donc, à travers
un mécanisme, le mécanisme électoral étant la chose la plus facile et la plus simple et la plus recommandée pour purger les crises, ils sont dedans. Le problème, en fait, c'est qu'on revient, l'erreur peut-être, c'est qu'on revient avec les anciens. On assiste à un bal des anciens, à un recyclage des gens qui sont rejetés eux-mêmes voilà ce que disaient les Algériens. Par la population. 5 candidats comme le 5e mandat de Bouteflika, 5 comme les 5 doigts de la main qui ont volé l'Algérie. Dans les cinq, en fait, il y a 3 lièvres et 2 candidats sérieux. Les deux candidats sérieux, ce sont les 2 anciens premiers ministres, que ce soit Ben Fliss ou Ali Tebboune, qui sont ceux qui sont présupposés peut-être à recueillir les voix des citoyens. Mais est-ce qu'on risque pas On risque pas d'avoir une surprise parce que ils sont vicieux les généraux algériens. Ils peuvent vous sortir l'un des 3 et vous dire voilà le changement. Et peut-être ils vont même prendre le plus jeune, Blade. Il y a une constante en Algérie, c'est que, j'allais dire, l'armée, c'est quand même le pilier le plus visible et le plus omniprésent depuis 1962. Donc il ne faut pas croire qu'elle va se départir de cette mission qu'elle s'est assignée depuis 1962. Et Dieu sait que le pays a traversé une multitude d'épreuves et tout. Aujourd'hui, c'est une épreuve particulière parce qu'on constate que depuis le mois d'avril dernier, depuis le départ, en fait, depuis Bouteflika, c'est une grave, très très grave crise profonde, mais c'est une grave crise qui est maîtrisée bien sûr par les forces armées, et surtout qui n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup, si vous voulez. Elle ne dégénère pas. C'est une manifestation permanente, pacifique, je dirais une révolution permanente, comme dirait Trotsky, pacifique, n'est-ce pas, qui simplement met à l'épreuve de plus en plus, et nous approchons dans un mois à peu près, ou 28 jours, on saura évidemment que va sortir, mais pas qui. Parce que qui, on n'est pas, comme tu l'as dit, on ne sait pas encore. Ils sont capables de sortir du chapeau quelque chose d'inattendu. Mais aujourd'hui, l'épreuve de force, elle est là, réelle, c'est-à-dire une population qui ne se résigne pas à rentrer chez elle, une armée qui, peut-être malgré elle, est là pour maintenir l'ordre et tout. Et donc, l'issue du scrutin, d'abord, on voit que ça a été rejeté. Le principe des élections a été rejeté catégoriquement. Il continue de l'être. Et je dois, moi, personnellement, vous inviter à regarder le taux de participation. Et il paraît que, sauf, qu'il y aura un fort abstentionnisme et qu'à peine 34 ou 35% de la population du peuple algérien ce serait déjà pas mal. iront voter. Ce qui n'est pas évident. Ça, c'est un petit peu les hypothèses, si vous voulez, des spécialistes de l'Algérie. C'est en bourrant les urnes qu'on aura 35%. Je ne préjuge de rien, moi, parce que de toute façon, le problème le plus important ici, c'est l'Algérie tout entière, c'est-à-dire son peuple, son armée, ses hommes politiques, sa jeunesse surtout. Il faut voir, il faut absolument attendre, sans jeter de l'huile sur le feu, que c'est un tournant. Et un tournant qu'il faut observer, encourager la constitutionnalité, si vous voulez, de cette marche. Et tout simplement, c'est ce qui nous revient, nous, en tant que Marocains. J'aimerais poser une question. On est là dans un scénario, je ne dirais pas kafkaïen, mais absurde. Il y a 5 candidats, il y a une campagne électorale, mais aucun des candidats n'ose aller faire campagne dans la rue. C'est ça. Ils la font par vidéo interposée. Il y a déjà eu un précédent. Durant le règne de Bouteflika, oui, mais là on a eu le cadre. Ils ont fait des campagnes avec des iPads, donc. Oui, mais non, mais il y avait des hommes, il y avait des caciques, il y avait un appareil qui descendait dans la rue, il y avait des cellules, il y avait des militants. Il y avait quelque chose qui se faisait dans la rue. Là, il n'y a rien dans la rue. La rue, elle est dans la contestation. Ceux qui ne sont pas dans la contestation, peut-être les 30 ou 35% dont a parlé Hassan Alaoui, sont chez eux. Voilà. Et Ali Ben Fliss est sorti dîner dans un restaurant, il a été hué à sa sortie du restaurant. C'est arrivé également à Abdelmajid Tebboune, qui a été pris à partie par la rue dans un passage. Moi, ce qui m'intéresse, puisque nous sommes Marocains, c'est un petit peu
je m'excuse, je reviens sur ça, c'est le rapport, si vous voulez, que ces candidats auront à avoir avec leurs voisins marocains. On va y venir parce qu'il y a eu des déclarations, on y reviendra. Non, moi, ce que je voudrais dire que la position du Maroc sur ce sujet-là, le Maroc officiel est clair. C'est une affaire algérienne que nous observons de loin sans interférence et sans ingérence. Nous, ici, on essaie tout simplement de comprendre et d'essayer de donner des clés de compréhension aux téléspectateurs. Alors, oui. Quel est l'état actuel des choses? Il faut le signaler, c'est la rupture entre la rue, le Hirak et le régime. C'est-à-dire que nous sommes dans des positions irréconciliables maintenant. Et ça, l'essoufflement sur lequel on comptait n'a pas eu lieu. La jeunesse mais ce n'est plus le même enthousiasme. Voilà. Mais vous voyez, ça dépend de ce que vous voyez comme image, mais la contestation, elle est là, elle est déterminée par... Le peuple n'est pas contre, à la limite, n'est pas contre le principe de l'élection. Non. Il veut une période de transition. Il conteste les conditions le peuple veut une constitution, une constituante. Le peuple algérien, il est très conscient. Dans des positions un peu antagoniques. Et je pense que la diaspora, il ne faut pas l'oublier. Il joue un rôle d'accélération extraordinaire via les réseaux sociaux. L'armée, c'est un establishment. Tout changement entamera ces dividendes stratégiques. Il est admis, quand il n'y a pas un grand affrontement et un grand soulèvement, que quand l'armée ne bascule pas, le pouvoir se maintient. On le voit au visuel là, on l'a vu à contrario en Bolivie. Donc on est de ce genre. Maintenant, j'aimerais d'ailleurs, Hassan, tout à l'heure là, oui. En fait, c'est dans la suite de ce que disait Hassan tout à l'heure, c'est que les Algériens ont cru mettre fin à un système avec le départ de Bouteflika. Il n'est pas parti comme ça, il est parti parce que la rue est sortie. Ils ont essayé la guerre civile, ça n'a pas marché. Ils ne veulent pas être pris pour les dindons de la farce, ils ne vont pas permettre, ils ont chassé quelqu'un pour que le système perdure, donc ils n'acceptent pas. Il y a un fossé qui se creuse entre une élite et le peuple, et malheureusement, ce fossé continue de se creuser. Il faut espérer qu'ils vont s'en sortir, nous aurons à nos côtés un État stable, qui fonctionne, amical. Notre intérêt. Essentiellement amical. Et c'est là où je voudrais en venir à ce que vous vouliez évoquer tout à l'heure, Hassan Alaoui, la position de ces candidats à l'égard du Maroc, à l'égard de ce qui fait le conflit maroco-algérien. Il faut appeler les choses par leur nom. Le Sahara. On a vu une sortie de Ali Ben Fliss, une sortie de Hamzi Tebboune. Mais on a vu la sortie de l'ancien secrétaire général du FLN, n'est-ce pas? Non, et on a vu la déclaration il y a 3 jours à Marrakech d'un leader, d'un membre très important du Parlement. Et on a eu la position de l'écrivain Danis Boujdra, etc. Oui. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, moi, il ne faut pas s'en tenir à ce qu'a dit, excusez-moi, c'est Tebboune, ou là, c'est Ali Ben Fliss sur la relation avec. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit d'abord? Monsieur Tebboune est contre contre une normalisation, n'est-ce pas? Il l'a dit clairement, M. Tebboune, et il a dit que, voilà, il a parlé du Sahara occidental, il a parlé du processus de décolonisation. Il a été plus loin, il a été plus loin, il a été dire qu'il est revenu en 1976 aux accords de Madrid, quand le Maroc... Les accords de Madrid, c'est le 14 novembre 1975. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer ce jour. Ce qu'il a dit lui, moi je dis, il est revenu à ça pour dire que le Maroc a eu à partager avec le Sahara, avec le Mauritanie, et l'unité nationale ne se partage pas. Et il oublie, tout simplement, et c'est pour ça que moi j'évoque cette question, que si le Maroc, en 1975-76, avait accepté à son corps défendant ce partage, c'est pour préserver d'abord la paix dans la région, et à la demande du président Boumedienne, qui avait dit au sommet arabe en 1974,
arrangez-vous avec la Mauritanie et nous, on n'a rien à redire. Or, le Maroc a écouté ce qu'a dit Boumedienne. Il s'est arrangé avec la Mauritanie et l'Algérie officielle n'a pas tenu parole. Bien sûr que non. Au sommet arabe de Rabat... Non, mais il nous resserre la même salade. Je le répète, pour renforcer, les enregistrements existent de la déclaration de Boumedienne. Oui, qui a dit que le Sahara est marocain, l'Algérie, dès qu'il y a un processus, si vous voulez, de récupération, l'Algérie sera du côté du Maroc. Il n'a pas tenu, bien sûr, parce qu'en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait la création, au moment où il tenait ses paroles, les services secrets algériens et espagnols créaient le Polisario, n'est-ce pas? Donc il y avait une ambivalence, je dirais, linguistique. Bon, revenons... Maintenant, je reviens aux déclarations. Aujourd'hui, oui. Il faut se réjouir que peut-être M. Tebboune changera de ton, si jamais, si tant est qu'on puisse croire qu'il sera élu, n'est-ce pas? Et les autres candidats n'ont pas fait de déclaration fracassante. Ali Benflis, il a fait allusion, mais à la limite, en analyse de langage politique, on peut évidemment s'en réjouir aussi. Maintenant, le problème, pour nous les Marocains, je voudrais en terminer là, c'est qu'on n'a pas du tout intérêt à une Algérie déstabilisée. Ça, on l'a dit. On n'a pas un voisin qui traverse des difficultés. On a vraiment, on souhaite que la sérénité revienne et que le processus, si vous voulez, démocratique, comme on dit, se propulse et se mette en place pour le bien du Maghreb. Vous savez, ils ont dit, chacun sait ce qu'il veut, mais ce sont des paroles de campagne électorale. Or, les campagnes électorales, les paroles des campagnes électorales n'engagent que ceux qui les écoutent. Non, mais c'est peut-être aussi des messages adressés à des parties de l'armée. Voilà, mais le candidat qui en sera sorti est certainement le préféré de l'armée, et on le sait, il est très véhément à l'endroit dans notre pays. Mais il fera, somme toute... Qui est le préféré de l'armée? Moi, je pense que Tebboune est, d'accord, est le préfet de l'armée, et il fera ce il exécutera les injonctions de l'institution militaire, dont on sait, y compris le chef d'état-major, quelle est son aversion vers notre pays. Moi, je crois que rien ne changera. C'est le prolongement avec d'autres acteurs, le prolongement de la même politique avec les mêmes acteurs. Le Sahara n'est pas une question de principe pour eux, c'est un fonds de commerce pour c'est pas seulement un fonds de commerce, pour certaines personnes. Et je ne crois pas qu'ils lâcheront. Nous, on a pris l'habitude. La force du Maroc, c'est qu'il a pris la... Je vais me faire un peu idéaliste et utopique peut-être. Est-ce que tout ce qui est en train de se passer, finalement, est-ce qu'il ne va pas induire chez les Algériens, qu'ils soient au sein de la hiérarchie militaire, au sein du peuple, au sein des forces, une remise en cause de tous leurs choix initiaux. Peut-être qu'à un moment, quand tout cela sera terminé, que tout cela se sera posé, est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir se dire, écoutez, maintenant, calmement, on va essayer de revoir nos choix, nos options, nos stratégies, la voie sur laquelle on va s'engager. Parce que ça serait quand même dramatique que tous ces 8 mois de débat, de changement, d'affrontement, de confrontation, de règlement de compte n'aboutissent sur rien d'autre que sur la continuité. Il faut qu'il y ait une réconciliation. Parce que s'il y a un vaincu et un vainqueur, on craint le pire pour l'Algérie, et ce n'est pas dans notre intérêt. Notre intérêt, c'est un État stable. Il stabilise. Nous ne voulons pas revivre ce que le problème libyen ou le problème syrien. C'est sûr. Je crois que nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à l'Algérie. La France, l'Europe, les États-Unis aussi s'intéressent à ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. La garantie peut-être pour les autres, c'est que l'armée continue à faire son travail, et c'est la raison pour laquelle ils iront jusqu'au bout. Comment l'armée réagira, je ne sais pas. Mais le paradigme aujourd'hui, qui est paix, ce que je dis toujours, une paix impossible et une guerre improbable, il faut que ça s'arrête. Pourquoi maintenant? Parce qu'on vient de découvrir, c'est les Algériens eux-mêmes qui le disent, que finalement l'Algérie a épuisé presque 70% de sa richesse pétrolière. Et c'est une crise très très grave aujourd'hui. Il n'y a pas de rechange. Il y a une réforme qui est engagée maintenant à l'occasion, à la faveur
de la loi de finances qui est en train d'être discutée, mais on découvre aujourd'hui qu'il faut absolument changer de paradigme. C'est-à-dire que le gouvernement algérien ou les futurs responsables algériens qui seront issus de cette élection doivent absolument, comme on dit, réorienter un petit peu leurs priorités. Comme Naïm le disait tout à l'heure, priorité, c'est-à-dire à savoir la gestion du patrimoine pétrolier qui est en train de se réduire en une peau de chagrin, la crise qui se profile, la crise très très grave, le refus même, parce que certains ont suggéré un petit peu j'allais dire ce qu'ils appellent la loi 1549, c'est-à-dire en fait comment encourager les idées, c'est-à-dire les investissements étrangers. Eh bien, il y a un débat là-dessus que personne ne veut. Donc, et on voilà. va dire, Et peut-être la crise aura, comme on dit, quelque chose malheur est bon, enfin pas malheur, parce que tout ce qui se passe, c'est pas un malheur. Voilà, on va dire qu'on souhaite à l'Algérie une issue de crise, une issue de crise heureuse pour eux, pour nous, pour la région. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup et à la prochaine.